Bonjour aux aventurières et aventuriers qui nous écoutent. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Thierry Garot. Nous avons mis le cap à l'ouest puisque Thierry est du côté de La Rochelle. Alors Thierry, tu es le CEO de Coupilot, la plateforme d'avantages pour les entreprises, une véritable boîte à outils sélectionnée et négociée avec soin. Ta casquette de défricheur te permet d'avoir un solide réseau et de multiples expériences avec des hauts et des bas. Tu co-animes également le podcast 3 minutes de bonheur pour les entrepreneurs qui est diffusé tous les lundis avec Michel Picot. Dans cet épisode, nous allons revenir sur ton état d'esprit et toutes tes facettes qui font la personne que tu es actuellement. Ça te va ? Ça me va très très bien, Gaël. Merci beaucoup en fait pour cette belle présentation. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, je suis dans une bonne énergie aujourd'hui. Nous sommes vendredi, la semaine s'est très très bien déroulée et je pense qu'elle inaugure bien d'un bon week-end et également d'une bonne semaine future. Alors, est-ce que tu peux nous décrire au quotidien, dans la majorité du temps, ton environnement de travail ? Alors, mon environnement de travail, il est relativement simple. Je télétravaille et je ferai même du domicile en fait en termes de travail. Je travaille chez moi, donc avec un PC portable tout simplement, un casque et puis toutes les connexions qui vont bien dans le cadre d'un télétravailleur comme je puisse l'être en fait, je puis l'être. Et donc avec cet environnement, ça me permet de me connecter au monde au sens général du terme, qu'il soit en proximité, en moyenne proximité, voire en très très grande proximité, parce que je considère que la Terre est un village, donc par ce biais-là, on peut se connecter ici, ailleurs et encore plus ailleurs, en fait. Génial, on partage souvent ce même environnement. Est-ce que tu peux nous, nous, nous remémorer et du coup te souvenir en même temps du déclic, de la raison qui t'a fait te lancer dans l'entrepreneuriat la première fois? Alors oui, je peux me le remémorer en fait parce que c'était un peu une histoire un peu familiale. Moi, j'ai un papa qui était artisan, qui était à son compte. On parlera après peut-être d'une partie plus jeune de de mon histoire. Mais en tout état de cause, j'ai toujours vu mon père, artisan cordonnier, à Périgueux en Dordogne, travailler en fait en libéral, hein, tout simplement, et puis avoir un volume d'heures aussi important et s'épanouir également dans son activité. Il a toujours été aussi entreprenant au sens, comment dire, de créer des choses et de les construire. Il s'est pas contenté d'être simplement un artisan, il a été administrateur de chambre de métier, il a été président de son syndicat professionnel en fait en Dordogne, donc il s'est beaucoup impliqué en fait dans le relationnel de son métier et dans l'organisation de celui-ci. Et je pense qu'indirectement, il a dû me donner en fait le goût d'entreprendre, ou en tout cas j'ai été bercé dans ce milieu-là avec donc une maman qui était plutôt institutrice. Et puis j'ai aussi une famille un peu plus élargie qui était dans le domaine de la diplomatie, des relations humaines. Et donc tout ça, en fait, ça a fait que c'est un peu imbriqué. Voilà. Et donc je pense que le déclic pour la première fois, c'est venu d'un constat qui était... alors moi j'aime bien faire des premières fois pour le coup, et donc des innovations et des lancements. Et je me suis aperçu en 2009 qu'il manquait en fait un chaînon entre ceux qui pouvaient, comment dire, contribuer à l'accès au crédit et ceux qui le délivraient. Et donc je me suis dit, il y a peut-être une initiative à porter. C'était en région Poitou-Charentes, c'était en 99 en fait, au moment où la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne cherchaient avec le soutien de Michel Crépeau, maire de La Rochelle, à se réunir. Et je me suis dit que ce serait bien en fait qu'on puisse trouver un outil, et je l'ai baptisé Interface, tu vois, donc, et ça a trouvé son écho. Tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Et il y a même un acronyme derrière, parce que ça voulait dire Initiative territoriale et régionale pour faciliter l'accès au crédit, tu vois. Ah oui, Donc il y ah oui. avait une petite recherche derrière tout ceci. Et ça a fonctionné pendant 6 ans. Ça a accompagné pas mal de créateurs d'entreprises avec un bon taux de succès, développé en Aquitaine et revendu à la CIAJ. Voilà en fait le premier déclic. Super. Et du coup, aujourd'hui, si on fait un grand pas en avant, pourquoi tu exerces et pourquoi tu as créé l'activité de copilote?
Alors, Copilote est né dans mon petit cerveau un soir de pleine lune. Non, non, c'est né en fait d'une histoire toute simple. C'est que ça fait maintenant 25 ans que je tisse des relations entre les gens. Et que j'essaie de faire des mises en relation dans de bonnes conditions pour que y ait de l'optimisation dans la relation humaine, pardon, et dans la rencontre en fait des gens. Donc dans les partenariats au sens large. Et je me suis dit qu'à un moment donné, cette compétence que j'avais, que j'essayais de vendre entre guillemets en face à face, elle pouvait se retrouver au travers de l'ensemble de mon écosystème relativement modeste, au travers d'une plateforme. Et puis en cherchant le nom de cette plateforme, je me suis dit qu'est-ce qui aide en fait un chef d'entreprise à diriger? Bah, c'est son bras droit. Son bras droit, c'est quoi? Bah, c'est un pilote ou un copilote. Et puis de fil en aiguille, en fait, le nom de copilote a été trouvé. Je l'ai trouvé. J'ai mis deux O parce que voilà, c'était le symbole du pilotage. J'ai mis un K parce que je voulais délirer avec c'est un cas concret, vous comptez pour nous, etc. Et puis j'ai agrégé en fait deux compétences complémentaires que je n'avais pas, celle de Jean-Claude Marie, mon associé, qui plutôt s'occupe de la partie juridique, administrative et financière, et l'autre compétence que je n'avais pas, celle de Maxime Jacob, qui est plutôt le développeur, le codeur, l'homme de la ressource technique et de l'imagination aussi. Il ne faut pas le limiter à cela. Et donc on a formé en fait un trio sur le sujet. L'idée est née en octobre-novembre, le site a été lancé en décembre 2021, donc il y a 3 mois. Déjà, et déjà, vraiment beaucoup de valeur, beaucoup Oui, de partenariats, de oui, connexions à oui, faire oui, dessus, hein. oui, oui, puisqu'en plus, Bravo. on a presque 220 partenaires sur la plateforme, maintenant direct, indirect, et on a fait une levée de fonds qu'on a closée la semaine dernière avec le groupe Robert Laffont, et le magazine entreprendre.fr, qui rentre au capital. Donc, on est très, très content parce Génial. on a un partenaire de poids avec nous, quoi. Voilà, D'envergure. d'envergure. Ouais. Voilà, exactement. Ah, vous êtes bien accompagné. Et du coup, on sent que toutes ces expériences et tout ce que tu as construit, tissé avant, permet sûrement la rapidité et la valeur d'exécution derrière Copilote. Tu fais bien de le mentionner parce que moi j'ai l'habitude de dire que j'assemble des Lego avec lesquels j'ai joué plus avant. Voilà. Et progressivement, en fait, je construis des étages. J'avais bâti quelques fondations. Je construis un premier mur, un deuxième mur. J'atteins le premier étage. Là, je suis peut-être sur le deuxième. Un jour, peut-être que je poserai la toiture pour que la maison soit terminée. Mais finalement, on est apprenti toute sa vie. Et quand on construit un peu de manière circulaire, en fait, son réseau, et qu'on est honnête et droit aussi avec ceux qui nous entourent, eh bien, on a cette capacité d'entraîner avec nous en fait des interlocuteurs qui nous suivent depuis longtemps. Ça a été le cas dans Copilote et puis dans d'autres de mes aventures. Est-ce que tu peux du coup nous partager en quoi cette activité est-elle pour toi une forme d'engagement pour le monde de demain? Alors c'est un engagement parce que je l'ai voulu sur deux points particulièrement qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est la notion d'impact. Et le deuxième sujet, c'est la notion de positivité. Alors, je vais commencer par le deuxième avant de remonter sur le premier. Moi, je suis un éternel optimiste. Donc, je suis même adhérent de la Ligue des optimistes, tu vois, créée par Jean d'Ormesson Oui. et par bien d'autres. Et donc, je vois toujours, en fait, le sujet à moitié plein plutôt que le sujet à moitié vide. Et dans Copilote, pour recruter nos premiers partenaires, je voulais pas de friction. Mhm. Je voulais pas faire payer nos partenaires pour qu'ils rentrent sur la plateforme, tu vois, avec un modèle économique un peu compliqué, et qu'ils aient toujours en fait la visualisation du compte d'exploitation en disant ah regarde on est sur Copilote, mais machin. Donc moi je veux un sujet positif. Donc ça c'est le premier point. Ça c'est pour nos partenaires. Pour nos abonnés c'est la même positivité. Je voulais pas en fait mettre un tarif qui soit complètement hors de propos, et je veux le rendre accessible. Moi en fait mon chemin de vie c'est rendre les choses accessibles. Voilà, et mettre les gens en relation. Voilà. Donc du moment que on peut mettre ces deux points en fait en exergue, ça me va bien en fait. Le deuxième sujet, c'est la notion d'impact. On est à distance, on enregistre aujourd'hui, je le fais dans d'autres émissions, dans d'autres sujets. On n'a pas forcément besoin, à un moment donné, de créer en fait des conditions négatives pour la planète et faire en sorte qu'on pollue dans le cadre de nos déplacements conjoints. Moi, je me rappelle, ça fait à peu près 5 ans que je fais du travail à domicile. Quand j'étais dans un grand groupe de courtage,
le télétravail, c'était 2 personnes, le data scientist et moi. Maintenant, c'est complètement équilibré. J'ai des amis qui travaillent chez Peugeot. Il y a 3 ans, chez Peugeot, c'était jamais de Impossible. télétravail. Maintenant, c'est plutôt ne venez pas au bureau et restez en fait chez vous. Et donc, on voit qu'avec Stellantis, en plus, avec l'agrandissement du groupe, donc on voit qu'on a changé complètement de paradigme. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de faciliter les accès comme ça dans de bonnes conditions. Ouais, une vraie boîte à outils à distance, accessible tout le Exactement, temps exactement. et c'est sûr que c'est possible aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote ou un partage à nous faire sur peut-être le premier partenaire qui a été sur la plateforme, la première rencontre qui a initié peut-être entre vous trois, entre tes deux associés autour de Copilote, un petit partage dessus? Oui, alors je réfléchis sur le premier partenaire qui a dit Banco. Le premier partenaire, c'est Michel Picot. Bah oui, C'est Michel Picot. génial. Et le deuxième, je vais te dire qui c'est, mais parce que ces deux-là, en fait, ont une importance non négligeable à mes yeux. Michel, ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît. Quand j'étais chez Meilleur Taux, en fait, on a fait la Tour de France ensemble pour les trophées Bougeons-nous les PME d'RMC, et on s'est bien entendu. Voilà. Donc, et on est devenus amis, et ça faisait 1 an que je lui proposais de faire les podcasts 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs. Ça s'appelait pas comme ça. Mais voilà, c'était ça l'idée. Et puis ça y est, on s'est lancé en janvier, on est au 10e épisode maintenant, on commence à se roder, tu vois, un peu comme ce qu'on fait là en termes d'échange et de conversation. Donc voilà, on a trouvé notre tonalité. Voilà. Et le Oui, deuxième, il est très important à mes yeux, il habite pas très loin de chez moi, il s'appelle Philippe Crozon. oui. Troisième personnage préféré des Français. Voilà. Et Philippe, ben, ça fait partie de ces belles rencontres, les synchronicités de l'univers, en fait. Voilà. Donc ça fait longtemps qu'on se suit, etc. Et puis maintenant, on va passer un cap un peu plus loin. Voilà, donc c'est deux hommes qui ont été vraiment porteurs de sens. Et puis, ben, il y a aussi une femme qui a été, il y a 2 femmes qui ont été porteuses de sens. Il y a Sandrine Godefroy Evangelista, en fait, qui est une coach, qui est à la fois salariée et coach, mais plutôt sur les raisons d'être, qui a accepté aussi tout de suite d'être présent. Et puis ben, derrière chaque projet porté par un homme, il y a toujours une femme, donc il faut que je rende aussi hommage à l'équipe familiale en fait, Hmm. qui est derrière moi, donc mon épouse et puis mes enfants qui sont aussi qui me voient quelquefois faire des petites émissions tard le soir, bosser, etc. Donc voilà, donc voilà. Il faut Soirée week-end, oui. voilà exactement, tu sais ce qu'il en est. Comment vous êtes rencontré avec Philippe Crozon? Alors Philippe, moi j'ai fait une conférence, j'animais une conférence avec Uniland, la première plateforme de financement participatif en France qui s'était lancée, et j'animais une conférence le groupement d'entreprise DLR en fait à La Rochelle, avec Thierry Watelet, l'ancien rédacteur en chef d'RTL, et Philippe intervenait après moi. Et moi, ma conférence, elle était sur, écoutez, on va faire du financement participatif en live. Vous allez tous sortir vos cartes bancaires, on va investir tous sur un projet. Demain, en fait, le projet sera financé. Donc, et ça a été le cas. Ça a- Très concret, j'adore. voilà, ça a été le cas. Et Philippe est arrivé sur scène, on a bien discuté ensemble après. Et puis après, ben, euh, on a continué d'échanger via LinkedIn, etc. Et puis ben, progressivement, ben, là, je lui ai proposé très récemment de faire un petit pitch sur Copilot. Donc il l'a fait super bien. Puis ben, voilà, ça continue. Là, on va faire d'autres choses ensemble, quoi. Génial. Ouais, effectivement, la magie des rencontres. Est-ce que tu ferais ce même métier s'il n'y avait pas de cette réalité ou ces besoins économiques dans notre société? Alors, non, je pense que en fait, je pense que en fait, j'ai envie de faire un autre métier. Voilà. Et ce métier me taraude et il n'est pas du tout dans le domaine de, du business, quoique, il est dans le domaine de la santé. En D'accord. fait, si j'avais à faire une formation demain matin, ce serait peut-être celle d'ostéopathe ou de réflexologue. Hmm. Voilà. Mais j'ai ma petite idée, tu vois, parce que comme j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs,
Je me dis que l'ostéopathie pour les entrepreneurs, voilà, il y a quelque chose là-dessus. Alors Ah ouais. l'ostéopathie, c'est une formation qui est un peu longue. La réflexologie, c'est un peu plus court. Donc c'est peut-être vers Rapide. ça que je vais m'orienter demain, parce que je me dis que, comme on le fait à distance, le fait d'utiliser ses mains, on peut les utiliser partout, hein. Tu sais, c'est un peu comme les coiffeurs, tous ceux, les kinés en fait. Oui. Ils transportent leur trousse à outils sur eux en fait, hein. Donc Avant, il y avait des épiciers ambulants et aujourd'hui, il y a de plus en plus exactement. de professions libérales ambulantes, itinérantes. Exactement. Et ça me plaît bien de pouvoir en fait envisager peut-être une suite d'ici peut-être 5 ans sur ce sujet-là. Super. On reviendra aux news à ce moment-là. Avec plaisir. Si on fait un petit flashback, Oui, là, on est à peu près euh, au moment où on revient à tes débuts. oui. Quand tu étais enfant, quel métier voulais-tu exercer à ce Oh, moment-là? Est-ce que tu avais une idée? non, non, j'en avais aucune idée. Moi, je suis né en Afrique, je suis né en Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai passé mes 8 premières années en fait en Afrique et je suis arrivé à l'âge de Hmm. 8 ans en fait en France en plein hiver. Et j'ai passé mon enfance jusqu'à l'âge de 18 ans en fait à Périgueux. Et Oui. j'ai coutume de dire que je suis moitié couscous et moitié foie gras et j'ai une tête d'anglais. À moitié couscous, pourquoi? Parce que je suis moitié kabyle. Alors si, et moitié foie gras parce que forcément Périgueux, c'est la Dordogne, c'est le foie gras. Périgueux. Voilà, donc. En fait, dans cette famille élargie dont je parlais tout à l'heure en amont, il y a deux figures tutélaires qui ont été importantes pour moi, ce sont mes oncles. Et mes oncles algériens, d'origine kabyle, qui étaient donc les frères de ma mère, et qui étaient tous les deux ambassadeurs d'Algérie. Donc dans Tous des les deux. pays, Ok. En voilà, même temps. en même temps, dans Ou- des pays Ok. différents, voilà, dans des pays D'accord. différents, mais tous les deux ambassadeurs. Diplomate. Voilà, diplomate. Et ce métier-là, ça m'a toujours en fait attiré, quoi. Donc, si je devais me redéfinir là-dessus, enfin, voilà, j'aurais été attiré par les métiers de la diplomatie, en fait, initialement, quoi. Voilà. Mais bon, Ce qui est proche de tisser un réseau et de l'entretenir. voilà, si c'est les partenariats, c'est jamais que de la diplomatie et le fait de construire des relations positives entre les gens, trouver les chemins de convergence. C'est ce que j'ai fait quand j'étais secrétaire général, non pas de l'ONU, mais de l'UPA. L'UPA qui était, avant de devenir Utopie maintenant, en fait, qui était Oui. l'Union patronale artisanale en région Poitou-Charentes. Et j'ai mis 5 syndicats de salariés autour de la table pour créer le premier comité interentreprise de l'artisanat en France, en fait. Voilà, donc, alors je me souviens des négociations avec Force ouvrière, avec la CFDT, etc. Donc ça c'est quelque chose voilà, que, que j'apprécie. Tu étais déjà un sacré ambassadeur, c'est sûr. Voilà, ouais. Et est-ce que tu avais un rêve? Qu'est-ce que tu voulais réaliser comme rêve ou comme... Ah, quand j'étais enfant, j'avais pas... Enfin, j'étais... je pense que le voyage était quelque chose pour moi d'important. Mhm. Euh, et oui, j'avais ce goût-là en particulier. J'avais pas forcément une ambition d'être entrepreneur, tu vois, donc c'était pas véritablement le sujet. C'est venu en fait un peu sur le tard, hein, puisque ma première boîte réellement, je l'ai créée à 40 ans. Donc je suis pas un early adopter de la création d'entreprise qu'en fait, hein. Donc j'ai pas créé ça à 21 ans, comme on voit maintenant beaucoup de startups en disant ouais, j'ai un POC, c'est sûr, ça a Et tu marché. étais surtout un intrapreneur Oui, 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 avant. oui, oui. Par exemple, quand je faisais mes études de commerce à l'ESG à Paris, je suis parti 2 fois 15 jours à Moscou en emportant des produits français pour pouvoir les distribuer à l'époque où c'était encore l'Union soviétique, tu vois. Donc, Et oui, avec les jeunesses, avec les Komsomol, en fait, toute une histoire rocambolesque. Donc, j'ai toujours aimé, en fait, voilà. J'étais dans mon école, j'étais le patron d'une junior Ju- entreprise. junior, ouais. Voilà, j'avais créé ma junior entreprise, je l'avais pilotée, c'est moi qui organisais en fait les partenariats avec les autres juniors, tu vois. Donc voilà. Finalement, il y avait quelque chose quand même qui était là. Oui. Il y avait quelque chose, et la graine était déjà là. Ouais. Et donc tu nous as expliqué ce que faisaient tes parents. Est-ce que tes grands-parents étaient aussi indépendants, Non, artisans? non, 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 non. Mon grand-père maternel était lieutenant de gendarmerie.
du côté donc kabyle, du côté algérien, sous la France à l'époque. Il a fini substitut du procureur, donc dans le domaine juridique. Et puis mon grand-père paternel, lui, il a eu plusieurs enfants, sept, et il était ouvrier en fait dans une entreprise qui fabriquait des pointes, Ok, des points, des clous? des clous, des Euh, clous. ok, ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais de ton temps libre principalement? Tu lisais, tu construisais, tu étais dehors, tu étais avec des amis, tu... Non, alors Qu'est-ce que tu d'abord, faisais principalement? euh, quand j'étais enfant, donc quand on est rentré d'Afrique jusqu'à ma majorité, on va dire, j'ai fait deux choses beaucoup. Je me suis beaucoup ennuyé, Ok, et je pense que l'ennui est la vertu de la création. Donc aujourd'hui, on est suroccupé, on est surécranisé entre guillemets, on est même décérébré parce qu'on a des prêts à penser en fait avec tous nos outils qui existent. Et il faut avoir cette capacité créative pour pouvoir en fait imaginer des choses. Sous la douche, en faisant du sport, ou etc. Alors donc je m'ennuyais et je faisais beaucoup de tennis. ok. Parce que j'étais un enfant unique, ça me permettait comme ça de m'évader de la maison. Donc voilà, je suis allé jusqu'à un niveau de 15-4 en tennis et j'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je prenais mon vélo et hop, je filais en fait au tennis qui était à une dizaine de kilomètres de la maison. Et donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de sports de cette nature-là. Et puis j'ai une culture télévisuelle. J'ai dû passer une grande partie de mon enfance à regarder la télé et à bouquiner. Voilà. Donc je suis auditif, moi, en fait, hein, donc je suis pas visuel. Donc ça rentre. Le podcast te va parfaitement bien alors. Exactement. Super, merci beaucoup pour ce flashback. Si on revient justement sur l'aventure copilote, euh, est-ce que tu as une expérience un peu moins réussie, un peu moins successful que tu as vécue et qui a vraiment finalement préparé cette construction et on va dire cet état d'esprit que tu as aujourd'hui? Oui. Quand j'ai créé mon entreprise à l'âge de 40 ans, je l'ai créée dans un contexte doublement difficile. Un contexte macro et un contexte micro. Le contexte macro, c'était que comme tout jeune créateur d'entreprise, j'ai créé une boîte qui s'appelait Financement des entreprises en pleine crise financière. Bon, Magnifique. magnifique. Et malheureusement, et le contexte micro, c'est-à-dire plus personnel, c'est que j'ai lancé cette boîte au même moment où ma mère, en fait, m'annonçait qu'elle avait un cancer. Voilà. Et elle est décédée juste avant qu'on lance l'activité. Et donc pendant 4 ans ou 5 ans, cette boîte s'est lancée, j'ai essayé plein de choses, etc. Et l'échec que j'ai vécu avec cette entreprise a été un échec sanglant pour moi, à titre personnel, hein. Même encore aujourd'hui, je trouve qu'il est voilà, c'est un marqueur au fer rouge. Mais il a été déterminant, c'est-à-dire que ça, tu sais bien, selon la vieille image qu'on a, quand tu touches le fond, tu peux pas aller plus bas en fait, hein. Donc il faut que tu donnes un coup de pied Oui. sur le fond pour remonter. Ben, ça a été le cas, c'était une sorte de cataclysme. Je comprends la solitude du dirigeant face à tout ce qui peut arriver dans ces cas-là. Et j'avais le soutien de deux fonds d'investissement en fait qui étaient au capital avec moi, un fonds bordelais et un fonds breton. Et le fonds breton a été adorable à l'époque. Il était piloté par Florent de Kersauzon, le frère d'Olivier. Oui. Et donc Florent m'a dit, mais Thierry, en fait moi j'avais un devoir de loyauté, je voulais pas arrêter l'activité, quoi. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Donc j'ai remis beaucoup d'argent à titre personnel, ce que je n'aurais jamais dû faire. Oui. Et je leur ai dit, bah, écoutez, non, là j'arrête. Et ils m'ont dit, bah, enfin, on attendait que tu prennes la décision, qu'en fait, voilà. Donc je me suis dit plus jamais ça. L'échec que j'ai vécu, bah, il a été très constructeur pour moi. Destructeur d'un côté et constructeur de l'autre. Constructeur dans le sens où il m'a fait comprendre que j'avais une réelle valeur. Parce qu'en fait, j'étais pas mort déjà. Et que Oui. le fait d'avoir tenu, en fait, dans la phase où tu passes dans cette notion de tunnel, c'est compliqué. Mais dès que tu dépasses ça, bah, tu te retrouves en fait dans une situation où tu peux apporter de la valeur. C'est comme ça qu'en 3 mois seulement, j'ai fait le premier deal d'une banque qui prête sur une plateforme de financement participatif chez Uniland, alors que je ne connaissais pas le président de groupe à ma banque.
Je l'ai fait asseoir dans le bureau de la start-up pour ouvrir son compte. Donc, premier deal en Europe continentale. Comme ça que chez Meilleur Taux, j'ai développé Meilleur Taux Pro avec la formation des 300 points de vente. C'est comme ça qu'ensuite, je me suis lancé dans mon activité de consultant avec thierrygaro.com. Enfin, voilà, etc., etc. Et tout ce qui m'arrive, notre rencontre, d'autres, j'appelle ça de la synchronicité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans un mindset qui te permet, en fait, que tes, entre guillemets, chakras, pour ceux qui y croient ou autre chose, puissent te permettre de trouver sur le chemin des gens qui vont soit t'ouvrir des portes, soit construire avec toi. Voilà. Et je rebondis, je me mets aussi un petit peu à ta place. Je comprends très, très bien euh, ce, ce, euh, ce tunnel. Et j'imagine que ces rencontres, après le tunnel, euh, tu t'en aperçois plus, tu les vois plus, tu les autorises plus à venir peut-être. Ah, peut-être que le principal frein, c'était moi, et donc ce frein n'étant plus là, eh bien, elles sont ici maintenant en capacité. Moi, j'ai une particularité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on me confie beaucoup de choses. Hmm. Donc, je suis en capacité d'écoute, une écoute active. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que la notion de guérison, de soin, était quelque chose. Peut-être que je suis d'une famille de guérisseurs dans quelque chose du passé. Et donc, on me donne beaucoup d'informations. Et donc, moi, je suis dans la réparation. Voilà. J'ai 4 enfants adoptés, tu sais, ça s'improvise pas non plus, en fait, hein. Donc, Oui, oui, c'est sûr. J'ai une petite sœur aussi qu'on a adoptée. ah, Magnifique parcours. ouais, exactement. Euh, Justement, quelle croyance as-tu fait exploser ces dernières années? Rien n'est jamais certain. Voilà. Il faut prendre conscience de l'impermanence des choses et faire en sorte que cette impermanence soit un peu ton guide au quotidien. Rien n'est jamais certain dans la relation professionnelle. Je l'ai vécu l'année dernière, hein. Un client me dit non, mais t'inquiète pas avec moi, pas de souci, on est sur la durée, on s'engage. Et puis un soir, à 4 heures du matin, il m'envoie un mail où je comprends pas. Il me dit on arrête tout, etc. Donc c'était pas certain. Rien n'est certain euh, quand les enfants vont bien, bah, il peut y avoir des soucis de santé importants. Ça, je l'ai vécu très récemment, malheureusement, maintenant ça va mieux. Donc voilà, la certitude, ceux qui sont pétris de certitude sont les plus ankylosés du monde. Et s'ils veulent marcher, ça sera compliqué, en fait. Voilà. Tout change en permanence et rien n'est définitif, c'est sûr. Ouais, et rien n'est acquis. Alors, Rien n'est voilà, acquis alors, aussi. quelquefois, je me dis, j'aimerais bien un peu me reposer pour me dire, ça y est, c'est bon, c'est acquis, on peut passer à autre chose. Mais je ne dois pas être dans cette énergie-là, quoi. Donc, il faut l'accepter. Bah, du coup, tu as la bonne posture de régulièrement et toujours être en mouvement, quoi. Mm. Exactement. Exactement. Euh, que fais-tu quand tu t'aperçois que tu t'éloignes, que tu es un petit peu dans le flou au niveau de tes priorités? Alors, moi, j'ai un caractère à quelquefois beaucoup douter. Et donc, il faut que je me reconnecte à mon intuition. Et mon intuition, pour l'instant, elle m'a pas fait défaut. Donc, sauf que mon intuition ne doit pas masquer la réalité des choses. C'est-à-dire, grosso modo, c'est un peu comme peut-être un peu chacun d'entre nous, de ceux qui vont nous écouter. Quelquefois, on a une envie, et puis on a le principe de réalité. Et l'intuition, quelquefois, elle peut être un écran de fumée qui masque une forme de réalité. Donc, il faut redescendre en pression, se réaxer en fait à l'intérieur de soi. Plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs, parce que quand on est pris dans un certain mouvement, c'est moins évident. Et se retrouver dans cet état d'esprit qui dit, bon, alors concentrons-nous, quelles sont mes priorités, quelles sont mes valeurs, voilà, vers quoi je voudrais aller. Et ce vers quoi je veux aller, qu'est-ce que j'entreprends pour y aller. Voilà. Alors quelquefois, ces bons conseils que je livre là, je les délivre plus pour les autres dans mes capacités d'analyse que pour moi-même. Donc il faut vraiment se raisonner par rapport à ça. Est-ce que tu as peut-être un petit process, une petite routine qui te permet régulièrement de La sieste. partir? La sieste. La Ah, sieste. La sieste. La sieste réparatrice sans connexion, surtout. C'est-à-dire le fait de oui. reposer son cerveau, une sieste de 20 minutes, un peu comme ce grand peintre qui tenait une cuillère
Oui, hein, dans la main et puis qu'il a lâché une fois qu'il avait terminé, hein. Salvador Dali, qu'en fait, quoi, donc, dans la sieste, voilà. Je pense que c'est un élément fondamental du repos de l'esprit et de la construction de la deuxième partie de journée, quoi. très intéressant. Je crois que tu es le premier à nous partager la sieste. Moi, j'étais très balade, mais je me mets à la sieste depuis que je suis papa. Ah, on en a bien besoin. Euh, Aujourd'hui, de quoi as-tu peur? Euh, j'ai plus peur du décès d'un enfant ou de la problématique d'un enfant, parce que ça, on a vécu des choses assez douloureuses sur ce plan-là pour nos enfants. Donc j'ai plus euh, l'angoisse de ça, quoi, en fait, voilà. Et c'est pas tellement une angoisse, mais c'est que ça va l'épuiser beaucoup, beaucoup dans l'énergie, en fait, tu vois. Donc c'est très consommateur de beaucoup de choses intérieures. À part ça, vu les épreuves qu'on a traversées, j'ai le cuir qui s'est un peu tanné, quoi, en fait. Voilà. Ok, très bien. Ouais, ça restera toujours, je crois, une angoisse pour tous les parents. Oui, 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 exactement. Encore plus quand on l'a frôlé sûrement, mais Ouais, j'imagine. plusieurs reprises, effectivement. Et du coup, aujourd'hui, avec vraiment en ayant, je pense, puisé en profondeur et en apprenant vraiment à te connaître, de quoi as-tu le plus besoin au quotidien? Euh, j'ai besoin d'un balisage de mon chemin à venir. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, j'entrevois en fait ce qui va être, mais je ne suis pas dans ce qui va être. Tu vois, par exemple, on lance copilote.com, on vient de faire une première levée de fonds, tout le monde me dit que c'est extraordinaire. Moi, j'ai pas le sentiment que ça le soit autant que ça, alors que ça l'est malgré tout, parce que c'est quand même un accès à des ressources. Et Robert Laffont, il y a 2 mois, je ne connaissais pas. Voilà. Donc, il faut que je pense, pour répondre à ta question, que je prenne conscience de ma valeur. Voilà. Et qu'enfin, j'accepte cette valeur-là. Voilà. Et Et que le balisage, en voilà, fait, et que je la mette en cohérence avec ma raison cette d'être. intuition. Ouais, ma raison d'être Oui. qui est d'accompagner. Mm, mm. Mais que l'accompagnement ne veut pas dire galvauder en fait sa capacité à accompagner. On va très loin là, mon cher Gaël, hein. C'est un peu de l'introspection, hein. Je- Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je suis dans la même posture que toi avec cette écoute active. Bon, je vois. Et je pense que ça a beaucoup de valeur pour tout le monde et ça apprend vraiment et ça approfondit toutes ces facettes. En tout cas, moi, ça me donnerait envie, si j'écoutais là, ça me donnerait envie d'aller sur copilote.com. Bon, c'est gentil, c'est gentil. Et pour mieux me connaître, ils peuvent aller sur thiergaro.com également, en fait, hein, avec Oui, plaisir. oui, oui. On mettra évidemment tous les liens Super. dans la description. Maintenant, si on passe un peu sur ce côté futur, avenir, justement, et du coup, le balisage. Dans un an, si tu devais enseigner une matière utile à l'école, euh, ce serait laquelle? Comment favoriser les mises en relation? Sur quels principes fondateurs vous devez être en mesure de pouvoir tisser des collaborations durables et profitables pour chacun d'entre vous. Durable pour s'inscrire dans un mouvement beaucoup plus macroéconomique, profitable pas seulement au sens du profit, mais au sens aussi de l'enrichissement humain Et environnemental, et peut-être, on environnemental. Mais aurait ça, c'est la la notion de triple. voilà, c'est la notion de durabilité qu'on fait. Voilà, donc, Oui. Avec qui aimerais-tu boire un café ou un verre de vin? Si tu avais vraiment nos limites, là, le choix, personne encore vivante ou pas. Elon Musk. Elon Musk parce que j'admire sa capacité à entreprendre, à innover. Alors, il a été successful avec PayPal, mais il aurait pu faire rien de ce succès. Et en fait, il s'est remis en danger. Il s'est remis dans une situation qui était cornérisable mais 1000 fois. Il a cru en fait dans son projet, il l'a développé dans de bonnes conditions et il y est arrivé. Voilà. Et là, il ne se contente pas d'avoir des véhicules électriques qui passent au domaine de l'espace.
il ne se contente pas du domaine de l'espace, il crée en fait un réseau Internet avec Starlink. Et voilà, donc ça y est, il est lancé dans quelque chose de complètement innovant. Et rien n'aurait pu prédisposer cette personne à faire ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. Donc oui, prendre un café avec Elon Musk. Du coup, Philippe Croizon l'a rencontré. Ah ouais? Et oui, parce que Philippe a écrit en fait à Elon Musk en disant bah, la première personne en fait à handicap dans l'espace, ça peut être moi. Et Elon Musk a répondu, ok. Et puis donc ils l'ont fait se rencontrer, donc le chemin continue, quoi, donc. Génial. Et est-ce que tu aurais... qu'est-ce que tu lui demanderais? C'est juste pour échanger ou tu as Alors déjà non, une ou deux questions là? non, je Non. suis pas en demande. Ok. Je suis pas en demande de quelque chose de particulier. Enfin, en Juste te fait, connecter à... ouais, juste connecté et après l'échange viendra et la demande viendra peut-être. Moi, je suis pas dans une posture où, alors, quand c'est dans le business, j'aborde les gens pour une demande particulière. Mais là, peut-être que on aurait à construire quelque chose ensemble, peut-être un fonds de dotation, tu vois, quelque chose un peu à la Time for the Planet, mais plus pour le microcrédit, voilà, quelque chose qui serait dans cet état d'esprit-là. Quelques idées sur le sujet, quoi. Si tu devais écrire un livre, il porterait sur quoi? Alors, le titre est déjà trouvé, et l'écriture n'est pas encore faite. Euh, Le thème, tu peux nous le partager? oui, je vais te donner peut-être les Le deux mots. contexte? Ouais, non, non, je vais te Hmm. donner les deux titres parce que ça correspond à ce que je viens de te dire. Le titre, ce serait Adoptez-vous. Voilà. Donc, plutôt un écrit assez personnel et sur votre expérience? Ouais, en fait, c'est un parallèle entre le monde de l'entreprise et le monde de l'adoption. Avec une baseline qui est autour du concept que je viens de d'écrire qui s'appellerait Devenez parent-entrepreneur. Vous êtes aussi parent, vous êtes entrepreneur, et comment vous conciliez en fait votre vie perso et votre vie pro. Et qu'est-ce qui fait que dans votre vie perso, notamment de parent adoptant, vous avez des singularités qui font que vous avez peut-être développé ou surdéveloppé des aspects particuliers. Donc ça veut te parler aussi en fait. Donc, Ça me parle beaucoup et j'ai déjà hâte de le lire. Est-ce que t'as un contrat d'édition avec Robert Laffont? du tout, j'en ai pas parlé, et puis c'était pas le sujet. Mais maintenant que tu me le dis, je vais y penser, parce que pour le coup, ça peut être pas mal. Je vais peut-être même me mettre à l'écriture. Le chemin de fer est fait, l'écriture est fait. Mais finalement, tiens, je viens d'avoir une idée, quoi. Enfin, tu viens de procurer une idée. Génial, j'adore ça. Euh, Est-ce que tu aurais un pays, une culture que tu aimerais découvrir? Tous, tous. On a parlé de voyage. Ouais, ouais, on a déjà pas mal voyagé avec mon épouse. On était il y a 3 ans en Inde, dans le Rajasthan. Oui. J'ai adoré. Et donc, il reste tout le sud de l'Inde. En fait, globalement, il faudrait qu'on ait la capacité personnelle, financière, etc., de faire 3 semaines ou un mois dans un pays, quoi, en fait, pour bien le découvrir. Donc il reste, si on fait ça, c'est 140 mois à peu près, quoi. Hormis les pays qui sont malheureusement dans un conflit. Donc, allez, on va dire une soixantaine, quoi. Donc, ça serait pas mal. 60 mois, c'est pas mal, ça, comme programme. Ouais, Hein? c'est 5 ans. Ouais. C'est 5 ans. Ça va, 5 ans, c'est bien. Mais en même temps, si tu es dans le soin, tu peux, tu peux Ah, exercer partout. et aller dans n'importe quel pays, n'importe quelle culture Ouais, et faire cet échange-là. ouais. Alors, on arrive aux trois dernières questions. Et pour nous, on est très, comme toi, positif sur le partage. Est-ce que tu aurais une ressource, livre, podcast, série, une personne que tu aimerais nous partager? Alors, dans le côté impermanence des choses, une brève histoire de l'humanité Ah, de Yuval Noah Harari. Voilà. Sapiens. Sapiens. Hmm. Voilà. Super. Tu l'as lu? T'es au milieu Je ou? suis au milieu, là. Je suis au milieu. Ouais. Ça fait partie des bons moments pour se ressourcer. Parce que ça donne à réfléchir, ça donne à penser, et ça nous permet de relativiser notre présence sur Terre. Par contre, de bien comprendre qu'on a maximisé notre impact
alors qu'on est très, on est là depuis très peu de temps, en fait. Voilà. On est des accélérateurs, Oui, oui, des oui, amplificateurs. oui, oui. Si tu avais un bouton là devant toi, no limites, qu'est-ce qu'il actionnerait? Euh, et qu'est-ce qu'il actionnerait? Dans n'importe quel domaine, tu veux dire? N'importe quel domaine, personnel, sociétal. Alors, on va peut-être faire les deux, on va faire personnel et sociétal. Personnel, le fait de pouvoir être dans un environnement qui est de plus en plus équilibré et qui te porte encore plus que ce qu'il est actuellement. Donc, voilà, d'être dans une projection future qui fait que on a passé le step du déploiement et voilà, ça y est, c'est parti. Sociétal, je vais peut-être dire une banalité, mais que les hommes puissent vivre tout simplement en paix avec la ressource nécessaire pour pouvoir vivre décemment en fait sur cette planète. Voilà. Grosse ambition, mais tu m'as donné un bouton qui permettait de faire beaucoup de choses, donc j'appuie dessus quoi. Super, et même deux boutons, Même donc deux boutons. merci beaucoup de les avoir actionnés. Pour nous, le podcast, c'est aussi vraiment une manière de laisser une trace et de laisser un héritage. Alors, pour la dernière question, on aime beaucoup offrir cette possibilité. Quel message adresserais-tu à tes enfants? Mes enfants, je leur ai déjà adressé un message, tout simple. Je leur ai dit, il y a deux choses qu'on va vous laisser en héritage, maman et moi, qui sont juste importantes. C'est Mademoiselle Politesse n'est jamais en vacances et Monsieur Respect non plus. Très beau couple. Voilà. Donc ces deux-là, en fait, ils se tiennent un peu par la main et quand ils sont ensemble, eh bien, ça évite de regarder la couleur de la peau, ça évite de penser à l'accent. Je me souviens de ma fille qui était rentrée dans une boulangerie qui avait 8 ans, 9 ans, et qui venait en fait de vivre un petit peu un épisode difficile à l'école parce qu'elle avait été moquée, enfin bon bref, comme elle était allophone, elle ne parlait pas le français, hein. Les enfants viennent de Thaïlande. Elle rentre dans la boulangerie, puis elle bredouille, elle fait bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir en fait une baguette? Et la personne l'a regardée, lui a donné la baguette, elle dit enfin une enfant qui est respectueuse et qui est polie. Elle n'a pas regardé sa couleur de peau. Rien que d'y penser, tu vois, je suis ému. Merci. Merci beaucoup Thierry pour tout ce partage et cette grande, grande transparence, authenticité. Tu nous as emmenés dans euh, dans tes facettes très personnelles. Donc, merci beaucoup. On aura vraiment eu un, un tour complet et sur toute ta valeur, sur toute ta richesse. Si tu avais un dernier mot, un dernier appel à l'action, ce serait lequel? Portez-vous bien, c'est essentiel. Prenez soin de vous, prenez soin de votre temple intérieur pour faire en sorte qu'il puisse rayonner autour de vous et qu'il puisse apporter de la bienveillance, de l'empathie, du bonheur à tous ceux qui vous sont chers. Prenez conscience qu'on n'est que de passage. Et donc faites de ce passage en fait quelque chose de sympa pour les autres. Un grand, grand merci. J'espère que tout le monde aura envie, si c'est pertinent pour votre situation, d'aller sur Copilote. Et dans tous les cas, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'aller te retrouver sur LinkedIn et de te mettre en connexion avec quelqu'un d'autre, comme toi tu fais au quotidien. Avec beaucoup de plaisir. Un grand merci et à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci Gaël.